l'Institut Carnot 3 Bécard propose aux entreprises une démarche d'éco-conception pour développer l'usage des ressources renouvelables dans les domaines de l'énergie, de la chimie et des matériaux. De la plante jusqu'aux propriétés fonctionnelles, ce secteur mobilise de nombreuses approches multidisciplinaires pour offrir de belles perspectives d'avenir. Ces perspectives, elles sont réjouissantes, puisqu'en fait, elles correspondent au basculement de fonctionnement de nos sociétés de consommation du carbone fossile, le pétrole et le gaz, vers du carbone renouvelable, et donc à la concrétisation de nos contraintes environnementales dans nos modes de consommation. On cherche une façon de remplacer les ressources fossiles. L'avantage de cette plante, Miscanthus, c'est une plante pérenne. C'est des plantes qui vont se régénérer chaque année à partir d'un rhizome sans qu'on ait besoin de mettre des engrais. Et on va avoir des rendements assez importants de matière sèche qui va pouvoir être utilisée pour produire de l'énergie, des molécules chimiques ou des matériaux. La biomasse, c'est des cellules, donc c'est les parois des cellules qui ont accumulé le carbone. Et dans ces parois, il y a plusieurs polymères, le sucre, donc la cellulose, les hémicelluloses. Et il y a aussi un autre polymère phénolique, c'est la lignine. C'est une espèce de plastique hydrophobe qui va couvrir, en fait, dans beaucoup de cellules, le sucre. Et c'est le sucre qu'on voudrait exploiter pour l'énergie ou pour le carburant. Et donc, on fait des pré-traitements chimiques pour libérer le sucre de la lignine, le polymère de la lignine. Et ces traitements sont souvent polluants ou coûteux. Et l'idée, c'est aussi de sélectionner des variétés où on a moins de lignine qui vont donc empêcher la dégradation. Quand tu vas dans la ségrégation, tu vois des variations dans le temps de floraison? Dans la floraison, oui. Ici, on se trouve dans une serre avec la plante modèle pour les graminées, c'est la plante Brachypodium distachium. Et elle a tout un tas de caractéristiques qui sont en commun avec Miscanthus. Soit on va regarder parmi toutes ces plantes mutagénisées, celles, par exemple, où il y a moins de lignine, où la structure de la lignine a été modifiée. Grâce aux techniques de séquençage au débit, on va pouvoir remonter au gène qui a été modifié dans cette plante-là. L'autre façon de faire, c'est l'inverse. En fait, on va partir d'un gène donné et ensuite on peut regarder quel est l'effet sur le phénotype. On réduit la lignine dans des cellules qu'on veut donc exploiter pour des applications industrielles, tout en préservant les fonctions de la plante, comme par exemple le transport d'eau. Une fois qu'on comprend sur quel gène il faut agir, on peut aller chercher des variants de Miscanthus qui sont modifiés dans le même gène ou qui ont des variations naturelles dans le même gène. C'est pas mal, là. Une manip qui se termine, là. Donc ici, on a une expérience avec Arabidopsis thaliana. C'est vraiment la plante modèle pour les biologistes végétales. Olivier, il étudie la réponse des plantes au stress hydrique. Et donc ça, c'est un enjeu très important pour les plantes à biomasse. Par exemple, pour le Miscanthus. On cherche essentiellement à faire de la génétique quantitative. Donc le but, c'est vraiment de comparer des centaines de génotypes différents de façon homogène. Donc là, on a les mêmes génotypes en contrôle et en stress. Et là, on est au stade où on commence à voir l'effet du stress hydrique. Et d'ici la fin de la manip, les plantes en stress vont être 30 à 40% plus petites en surface foliaire. Un autre champ d'application de notre institut, c'est donc l'utilisation de la biomasse, pas uniquement la production de ressources. Stéphanie Bomberger étudie comment on peut isoler les biomolécules de la biomasse pour des applications industrielles. J'ai un matériau qui a été obtenu par mélange d'amidon et de lignine industrielle. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir en quoi la réactivité, la structure des lignines va influencer sur les propriétés d'usage du matériau, du produit fini. Propriété qui est très importante dans le domaine des matériaux, c'est l'hydrophobicité de surface, qui permet d'évaluer la résistance à l'eau. On utilise une technique courante qui est la mesure de l'angle de contact d'une goutte d'eau posée à la surface du matériau. Donc là, vous pouvez constater que la goutte d'eau est très stable à la surface du matériau. Ces lignines industrielles, on pourrait les utiliser très avantageusement pour élaborer des matériaux à la fois biodégradables, résistants à l'eau et présentant également d'autres fonctions, telles que des fonctions antimicrobiennes, antioxydantes, puisqu'on a affaire à des molécules phénoliques. Ici, on est dans la plateforme d'imagerie. L'enjeu, c'est d'étudier l'anatomie des tiges et comment est organisée la biomasse, donc dans quelles cellules ça s'accumule, quels sont les polymères qu'on a dans les différents types cellulaires. On est en train d'observer les coupes qu'Adeline vient de faire.
Donc on les a colorés pour visualiser à la fois les polysaccharides, donc le sucre dans la paroi, et la lignine. Et donc on va pouvoir avoir une idée de la répartition de ces différents composants dans l'organe. Toulouse White Biotechnology, ou plus simplement TWB, est un démonstrateur pré-industriel dans le domaine des biotechnologies. Pour cette transformation de carbone renouvelable, nous utilisons des micro-organismes. Bien ici, il s'agit de construire ces micro-organismes, c'est-à-dire de leur intégrer de nouvelles capacités enzymatiques, catalytiques, afin qu'ils soient capables de transformer des produits tels que le sucre, par exemple, ou l'amidon, en composés d'intérêt pour la chimie, les matériaux et l'énergie, c'est-à-dire les biocarburants. Nous disposons ici d'une batterie de fermenteurs de petit volume qui nous permettent d'optimiser les conditions de croissance des micro-organismes que nous avons construits et de définir les conditions optimales pour la production des composés d'intérêt. Nous sommes ici sur le plateau analytique qui nous permet de caractériser les produits qui ont été obtenus par fermentation, que ce soit par chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse ou par chromatographie liquide également couplée à la spectrométrie de masse. Donc nous pouvons ainsi séparer et caractériser ces produits. Dans le domaine de la chimie, nous développons des micro-organismes qui produisent des ingrédients pour l'alimentation animale. Dans le domaine des matériaux, nous avons un grand projet sur la production de bioplastiques recyclables. Et dans le domaine de l'énergie, nous sommes à Toulouse, dont nous travaillons avec Airbus sur la production de biokérosène à partir d'huiles microbiennes. Le laboratoire de biotechnologie et de l'environnement de l'INRA, situé à Narbonne, travaille sur la notion de bioraffinerie environnementale qui consiste, dans un contexte d'économie circulaire, à donner de la valeur aux déchets. Donc vous avez ici un exemple d'un capteur que nous avons développé pour le suivi en ligne des méthaniseurs et qui aujourd'hui est commercialisé par une société belge, Amplitech, sous licence INRA. Nous travaillons à l'échelle du procédé unitaire, mais nous travaillons également à l'échelle de la filière. Et dans ce contexte-là, on a regardé en particulier le couplage de la méthanisation et de procédés de culture de microalgues dans un contexte de traitement des eaux pour optimiser le recyclage et la valorisation de tout ce qui concerne le carbone, l'azote et le phosphore.